Oui, bonjour à tous. Alors, avant de répondre à vos questions, je vous indique que toutes les semaines, maintenant, je répondrai à vos questions. Donc, si vous le souhaitez, posez-moi des questions, j'y répondrai la semaine prochaine. Bon, en avant. J'aimerais vous demander d'aller voter. D'aller voter. Vous savez, je reviens, moi, de pays, entre guillemets, démocratiques, vraiment entre guillemets, et je m'aperçois que ils sont pris complètement entre les blocs. Les blocs chinois, les blocs états-uniens, et qu'ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir à propos de la guerre en Ukraine, pourquoi les chaînes de télévision françaises, en particulier LCI, ne sont pas dans la réalité des faits. Et aussi pourquoi nos grands généraux et experts qui viennent sur les plateaux ne peuvent pas reconnaître les percées russes, ne veulent pas reconnaître, et sa puissance militaire. Alors, moi, je dois vous dire euh, que des chaînes comme LCI ou même des chaînes comme France 2, etc., etc., ne reconnaissent pas la réalité des faits dans des conflits, ça date pas d'hier. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, un envoyé spécial. Envoyé spécial m'avait commandé un sujet sur une section serbe qui allait autour de Sarajevo, et je me rappelle très bien. Les responsables d'envoyé spécial, après avoir vu mon reportage, m'avaient dit mais c'est un reportage génial, mais il faut que tu changes ton commentaire. Je dis pardon. Oui, il faut que tu changes ton commentaire. Ton commentaire est trop pro-serbe. Et non, mon commentaire n'est pas trop pro-serbe, il est simplement l'expression de ce que j'ai vécu pendant une trentaine de jours avec ces jeunes gens. Et on me dit, mais écoute Philippe, si tu veux vendre ton reportage à Envoyé spécial, il faut que tu changes ton commentaire. Je dis, halte là, je ne changerai pas mon commentaire, et d'autre part, je le vendrai à une autre chaîne. Chose que j'ai fait, parce que à ce moment-là, j'avais une boîte de production. Donc, voyez-vous, cela ne date pas d'aujourd'hui. On canalise l'opinion, c'est complètement effrayant. Et ça ne date vraiment pas d'aujourd'hui. Alors, si ce qui est maintenant de plus en plus flagrant, ce sont les commentaires en plateau. Oui, faits par nos grands généraux, comme vous dites. Mais ils sont ridicules, ils sont complètement ridicules. Ils se contredisent, mais tout le temps, tout le temps. D'une d'une séquence à une autre, ils se contredisent. Mais c'est pas grave, ils sont en direct. Personne ne va voir ce qu'ils disent 2 semaines avant. Non. Alors pourquoi ils font ça? Bah, parce que la tendance gouvernementale est maintenant pro-Ukraine. Mais demain, les gens au pouvoir seraient pro-russes, ça changerait. C'est fou, hein. Et c'est ça qu'on appelle le journalisme. Ah, je trouve ça fou. Pourrait-on tenir la France à une guerre de haute intensité face à la Russie? Et pendant combien de temps? Oui, non, non, on ne pourrait pas tenir à une guerre de haute intensité, absolument pas, parce que figurez-vous que en déploiement rapide, on pourrait mettre entre 20 000 et 25 000 hommes sur le terrain, des troupes d'élite comme les parachutistes, comme la Légion étrangère, et ensuite, nous n'aurions presque plus rien.
Et en plus, en munitions, je crois que nous avons 15 jours de munitions devant nous. Alors, vous voyez, vraiment, c'est pas beaucoup. Non, nous ne pourrions pas tenir. Nous avons encore un moyen d'arrêter vraiment toutes ces bêtises en Ukraine, toutes ces horreurs en Ukraine, en allant voter. Je souhaiterais savoir quelle est l'ampleur des manifestations ou prétendues manifestations organisées contre la mobilisation forcée en Ukraine. Écoutez, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas l'ampleur exacte de ces manifestations, mais pourquoi des manifestations contre la guerre et contre la mobilisation? Mais moi je trouve ça tout à fait normal. Les Ukrainiens ne voient pas comment s'en sortir. Moi je trouve ça tout à fait normal. Alors l'ampleur de ces manifestations, ça je veux dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'ai pas accès à d'autres canaux que vous. Et donc, ça me paraît difficile de savoir exactement ce qu'il en est. Enfin, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que M. Zelensky devrait maintenant penser aux élections, puisque il n'est plus à sa place maintenant. Il faut remettre son pouvoir en lice, chose qu'il ne fait pas. Bonjour, pensez-vous qu'un jour l'Inde deviendra une superpuissance ou devra-t-elle faire face à ces divisions historiques, ethniques et religieuses, comme l'a subi le Sri Lanka il y a quelques années? Non, moi je crois pas. Je crois que l'Inde va devenir vraiment, et d'ailleurs est une superpuissance. Enfin, l'Inde est hindouiste. Ce sont des hindouistes qui sont au pouvoir. Les hindouistes représentent plus de 80% des gens vivant en Inde. Donc les religions ne représentent absolument rien ou presque. Alors évidemment, moi je suis allé au Gujarat au moment des massacres des musulmans au Gujarat. Ça a été terrible, mais je ne crois pas que l'Inde puisse avoir un problème avec, en tout cas, les religions. Alors, au niveau des castes, je crois qu'également l'Inde commence à se rénover complètement. Donc les castes commencent à disparaître, et donc l'Inde vraiment devient un pays moderne. Voilà. En plus, l'Inde s'enrichit en vendant le pétrole russe à l'Occident. Voilà, et puis ils sont vraiment de plus en plus en pointe. Bientôt, ce sera la deuxième puissance au monde. Alors j'ai une question, ne pensez-vous pas que les BRICS sont voués à l'échec dû à ces différences économiques et territoriaux, exemple Russie, Chine, en Asie centrale, et puis la Chine, Cachemire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi je pense vraiment que les BRICS, c'est uniquement une alliance économique. Et donc en tant qu'alliance économique, bah, ils vont faire avec. Oui, ils ont des problèmes territoriaux entre eux. Exemple, l'Inde, la Chine et la Russie aussi. Mais ça ne doit pas les empêcher de travailler ensemble. Loin de là. En plus, ils ont un ennemi commun, l'Occident. Ils en ont marre, ils en ont assez. L'Occident a voulu leur imposer trop de choses. C'est fini. C'est fini. Donc là, eh bien mon Dieu, ils vont s'allier contre nous.
Alors bonjour, Monsieur Buffon. La présence de nickel en Nouvelle-Calédonie explique-t-elle les événements actuels? Alors, franchement, je crois qu'en effet, la présence de nickel à haute dose en Nouvelle-Calédonie explique évidemment beaucoup de choses. Je pense qu'également la position de la France face à la Russie et à la Chine explique également beaucoup de choses. Il est évident que la Chine regarde la Nouvelle-Calédonie avec envie. Il est évident que la Russie a intérêt évidemment à déstabiliser la France actuellement, puisque la France est devenue un ennemi. Donc, il est évident que notre position géopolitique, eh bien, n'arrange pas les choses. Et puis, la présence de ce nickel, bon, est très intéressante pour beaucoup. Alors, une question sur la guerre en Birmanie. Pensez-vous qu'il s'agit de la fin du régime birman avec le recul de l'armée birmane? Écoutez, vraiment, j'en sais rien, mais moi, j'ai une réflexion à vous donner. Le recul de l'armée birmane, certes, mais j'ai toujours connu, moi, en tout cas, avec quelques périodes de paix, mais j'ai toujours connu la Birmanie en guerre, avec les Karen, avec les Shan, etc. Les Shan voulaient vendre leur opium que les Birmans voulaient, et ils voulaient vendre leur opium donc à la Thaïlande. Thaïlande qui après apportait l'opium à Marseille. Et donc il y avait une guerre entre les Shan et l'armée Shan et les Birmans. Quant aux Karen, ils se sont toujours battus, toujours battus contre le pouvoir central. Je vous rappelle que les Karen sont chrétiens et que, bon, ils ont été de tout temps mis de côté par le pouvoir central. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas exactement où en sont les positions de l'armée birmane, mais moi je n'y crois pas à la défaite de l'armée birmane. Et puis, ça fait tant de temps, vraiment, qu'ils sont en guerre. Alors, une question. Bonjour Philippe Buffon. N'est-il pas compliqué de conjuguer la vie de famille avec la vie de reporter de guerre? Oui, c'est un peu compliqué. C'est même vraiment compliqué. Car vous revenez de terrains de guerre qui vous ont pris, qui vous ont dégoûté de beaucoup de choses. Et vous arrivez dans une petite vie de famille bien tranquille. Et vous continuez à penser aux horreurs que vous avez eues. Eh oui, c'est difficile de faire la part des choses. Et donc, bon, vous plongez toute votre famille dans un stress où vraiment, elle ne peut absolument rien. Et donc, c'est très compliqué, c'est vrai. Bon, enfin, on s'en sort quand même. Ah oui, une question sur la chaîne. Bonjour Philippe, juste une question. Pourquoi mettre tout en double sur YouTube? Ah ben c'est simple. C'est simple. En effet, j'ai deux chaînes. Mais la première chaîne, bon, est une chaîne qui a, je crois, 75 000 ou 76 000 abonnés. L'autre, 20 ou 25 000 abonnés. Alors pourquoi deux chaînes?
Mais parce que la première chaîne, celle qui avait 75 000 abonnés, a été mise en veille par YouTube. Et donc j'en ai créé une autre. Et finalement, je diffuse sur les deux chaînes. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous savez, maintenant, je fais très, très attention à tous ces réseaux sociaux. Voilà. Car la censure va s'abattre, à mon avis. Et en cas de censure, eh ben, il faut avoir au moins deux chaînes. Bon, eh bien écoutez, c'est tout. Je ne vois pas d'autres questions. C'est dommage, c'est dommage. Alors n'oubliez pas de me poser des questions pour la semaine prochaine. Merci à tous. À très bientôt.